nous vous proposons de retrouver dans un instant une rencontre enregistrée dans le cadre de la 8e édition du festival L'Histoire à venir, entrecroisant sciences, arts et littérature, qui se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie, autour de la thématique « À l'écoute ». Bonjour à tous et toutes, merci d'être là, nombreux et nombreuses, c'est extrêmement agréable. Je m'appelle Samuel Péricot, je suis responsable des sciences humaines à Ombre Blanche, je fais partie du comité scientifique du festival L'Histoire à venir. Je suis là pour vous souhaiter la bienvenue, vous annoncer que vous êtes dans un événement du festival L'Histoire à venir, donc, qui est co-organisé, vous le savez, par la librairie Ombre Blanche, les éditions Anacarsis, le Théâtre Garonne et l'Université de Toulouse. Comme nous sommes à la librairie, j'en profite pour peut-être remercier spécialement Hélène qui est là, Lucas et ses collègues qui vont avoir le plaisir et la tâche de vous accueillir 14 fois pour 14 rencontres en l'espace de 3 jours. C'est pas une mince affaire. Et voilà, je voulais les remercier parce que je sais que pour eux, c'est pas mal d'implications. Je vais maintenant passer la parole à Christian Thorel, cofondateur du festival en tant que directeur de la librairie Ombre Blanche, qui, dès qu'on a trouvé le thème à l'écoute, nous a dit « Bon, on fera une rencontre sur Armand Robin ». Alors, il y a eu comme un petit moment de silence respectueux, disons. Puis Christian nous a expliqué, pour ceux qui ne savaient pas, qui était Armand Robin. Et plus il nous en parlait, plus c'était évident qu'il fallait effectivement faire des rencontres sur Armand Robin. Et pour Christian, c'était évident que la personne à inviter pour parler d'Armand Robin était Françoise Morvan. Je leur laisse la parole. Merci Samuel. Non, c'est bon, nous avons un micro chacun, Françoise. Voilà, nous allons partager de longues minutes, mais on a un micro chacun pour le faire. Et c'est surtout toi qui vas parler, plus que moi. Voilà, merci Samuel pour redire ce que je disais hier soir à propos de ce thème à l'écoute qui a tout de suite déclenché chez moi le nom d'Armand Robin. Et je m'excuse auprès d'André Markovitch que j'ai oublié hier, finalement, dans mon élan robinien, de citer comme... Mais ils sont tellement indissociables l'un de l'autre que, voilà, avec cette maison commune qui est Mesure, Mesure, d'ailleurs, c'est la maison qui édite une partie essentielle de ton travail de poète, Françoise, dont tu étais venue parler il y a 2 ans, 3 ans, voilà, il y a un moment, on ne sait plus très bien, tu étais déjà à cette place. Là, on est là pour t'écouter parler d'Armand Robin, et on pourra ensuite te lire à travers ce livre chez Garnier, qui s'appelle Armand Robin ou le mythe du poète, qui est la thèse que tu as publiée et j'imagine réécrite. Tu pourras peut-être en dire quelques mots, mais on va surtout t'écouter autour de cette personnalité, cette vie d'Armand Robin et ce travail dont aujourd'hui la seule chose qui est à notre disposition, c'est un travail auquel tu as largement participé puisque c'est toi qui est l'éditrice de ce livre, enfin l'éditrice au sens de tu as porté ce texte qui aujourd'hui est disponible aux éditions Le Temps qu'il fait, qui est La Fausse Parole. Voilà, alors je voudrais dire quelques mots aujourd'hui de cette situation éditoriale d'Armand Robin. Je lirai un tout petit extrait pour lancer ta présentation du personnage. Alors la situation éditoriale d'Armand Robin, elle était assez simple dans les années 50. En 53, il y a eu la publication La Fausse Parole. On oublie pendant de très longues années, jusqu'à ce que Georges Monti, pour les éditions Plein Champ, avant qu'il ne fonde l'édition Le Temps qu'il fait, avec ta contribution essentielle, tu as amené ce texte à Georges, et les éditions Plein Champ ont réédité ce livre qui désormais est devenu un livre
important, hein, et dont on va, j'espère aujourd'hui, peut-être pour ce public qui ne connaîtrait pas Armand Robin, mesurer l'importance de sa vision du langage de la propagande en Union soviétique. Voilà, dans ce même temps, dans les années 50, il y a eu un certain nombre de livres publiés par Gallimard, puisque Armand Robin était très proche de Jean Paulhan, à l'époque, on va dire le grand directeur de cette maison. Alors, il y a eu quelques livres comme Ma vie sans moi, en 1941, publié dans la collection Métamorphose, qui a été la collection de très grands auteurs débutants dirigés par Paulhan. En 1942, il y a le livre qui a donné son nom à la maison d'édition de Georges Monti, qui s'appelle Le temps qu'il fait, puis deux livres qu'il avait intitulés Poésie non traduite, et je pense que tu exprimeras peut-être ce que c'est que cette poésie non traduite. Voilà, plus tard, tu t'es occupé de rendre à nouveau des textes d'Armand Robin disponibles, en fait en allant les chercher, hein, à travers un grand travail de recherche que tu as exposé. Donc deux tomes d'écrits oubliés, L'expertise de la fausse parole, Poésie sans passeport, tout cela aux éditions Hubac, qui ont aujourd'hui disparu, et ces livres avec. Et puis, enfin, en 1992, tu as donné un ensemble de textes aux éditions Gallimard, qui s'appelle, sous le titre Fragments. Voilà, tous ces livres, aujourd'hui, y compris le livre le plus connu d'Armand Robin, qui est Le temps qu'il fait, tout ça n'est plus disponible, malheureusement. Bon, je pense qu'on va imaginer que tu vas peut-être donner une version plus optimiste de ces disponibilités. Nous t'entendrons là-dessus. Voilà, Armand Robin, tu vas nous expliquer cela, c'est un homme en morceaux. Hein, et on va peut-être... je vais lire juste un très court extrait qui est dans Fragments et qui peut donner la mesure de cet homme en morceaux dont... complètement traversé par les langues, et après, on t'écoutera. D'abord, on écoute Armand Robin dans ce fragment intitulé, entre parenthèses d'ailleurs, écoute de radio. J'imagine que si c'est cette parenthèse, peut-être c'est la sienne ou c'est la tienne? Ah non, je rajoute rien. Non, pour le titre. Non, c'est les fragments, c'est les manuscrits de Robin, et retrouvés après sa mort, qui avaient été déposés chez Gallimard, qui ont été volés, qui ont été publiés sous le titre Le Monde d'une voix. J'ai réussi à les faire restituer à Gallimard. Et j'ai découvert qu'il y avait à l'intérieur un manuscrit qui avait été coupé à coups de ciseaux et puis publié sous le titre Le Monde d'une voix. Donc là, ce que j'ai fait, c'est respecter scrupuleusement la seule donnée de base, puisque tout avait été brassé pendant des années et des années, sinon coupé. C'est de respecter la page. Donc la disposition avec des petits traits qui séparent. Voilà, et puis d'essayer de mettre les choses dans un ordre évidemment approximatif, puisque j'étais devant un fatras, si l'on veut, récupéré sous les pieds des déménageurs de la ville de Paris. Donc, voilà, donc un morceau de ce monde en morceaux qui est intitulé « Écoute de radio ». Traversé de mondes bruyants, appelé par tous les cris, je m'écorche dans les nuits. Avec les mélodies d'après-minuit, je trompe les ombres. Les nuages qui passent la nuit sous le ciel sont désormais composés de cris humains qui attendent de tomber et se meuvent obscurément en des règnes que fréquentent des oreilles qui n'entendent plus. Et le cours des astres, entre minuit et l'aube, ne me semble plus charrier que des cris éphémères et fragiles. Et quand ces cris parviennent à leur point le plus frêle, alors sur la pointe la plus tremblante du monde d'à présent, je dors un instant, je prends pour oreiller ce qu'il y a de plus flottant au monde et ma vie, avant que viennent les rêves, tangues de songes. 2 heures après, je retrouve un monde au repos, un monde d'avant le monde, un monde encore innocent de mots. Les récits des faux drames auront beau recommencer, un grand instant, 2 heures avant l'aube, se passera avant que les premiers mensonges de la fragilité humaine reparaissent. Voilà, il y a quand même un certain nombre de mots dont tu vas nous expliquer le sens. Oui, ça c'est, je veux dire, Armand Robin tout seul dans sa chambre. Ça sans doute en 1942-43.
a essayé d'évoquer son étude des propagandes sous l'occupation. Voilà. Et Christian a choisi ce texte parce qu'on entend très bien que le travail d'écoute, donc qui nous rassemble ici, travail d'écoute des propagandes radiophoniques, était inséparable pour lui de la poésie. Je veux dire, c'était comme une sorte d'épopée d'un auteur, qui ne se voulait pas auteur d'ailleurs, seul et face à l'extrême opposé de la poésie, c'est-à-dire la propagande, et mettant sa vie en jeu. Voilà. Donc c'est... En fait, c'est ça qui m'a intéressée et qui fait qu'après tellement d'années, et même si je découvre, parce que franchement, je ne savais pas, je savais que toutes mes recherches avaient disparu, que tous les écrits, tous les livres d'Armand Robin que j'avais, enfin, dont j'ai voulu rassembler ces textes. J'ai pas voulu faire des commentaires sur l'auteur, j'ai voulu mettre l'auteur à même de témoigner pour lui-même. Donc, en parcourant les dizaines de périodiques dans lesquels il avait dispersé ses écrits, donc voilà, pendant que j'étais à la Sorbonne, je passais mon temps à écumer des revues parfois disparues, comme 64, qui étaient très intéressantes souvent. C'est une manière de voir la littérature par les voies de traverse. Pas du tout celle de l'université. En tout cas, c'était aussi opposé que possible à la Sorbonne. Et donc, ce travail clandestin sur un travail clandestin lui-même, avec quelque chose de la chasse au trésor. C'était passionnant. Et donc, j'ai publié Les Écrits oubliés, tous ces textes critiques très passionnants pour moi. Et puis, tous ces textes, sans les choisir, y compris sa collaboration libertaire, et à la Nation française aussi. Voilà. Donc, et ensuite, c'est ce qu'il appelait ses non-traductions. Voilà. Donc, ensuite, j'ai voulu faire entendre ces émissions de radio, puisque sa manière de ne pas être dans la littérature aussi et de faire de la poésie autrement, ça a été de faire des émissions de radio, de poésie, c'est-à-dire poésie sans passeport. Voilà, c'était fait avec le réalisateur Claude Roland-Manuel, qui ensuite a sauvé ses manuscrits, et notamment les fragments. Et donc, ces émissions de radio qui étaient publiées, qui ont été données à peu près en même temps que La Fausse Parole était publiée aux éditions de Minuit, donc dans les années 51-53. C'était des émissions qui sont absolument passionnantes, même s'il est absolument impossible de les faire entendre, sauf clandestinement, là encore. Ça consistait à faire entendre la musique de la poésie originale et à venir calquer la traduction sur la musique de la langue originale, y compris avec des répétitions, des retours. Donc un traitement musical de la matière radiophonique, qui n'a jamais été repris et refait, qui reste unique. Donc, comme je ne pouvais pas les faire entendre, ces émissions, je les ai transcrites. Et donc, j'ai fait un livre qui reproduisait les dispositions sonores. Donc, tout ça, ça a pris du temps, quand même, on a beau dire. C'était la manière de mettre en valeur une expérience unique. Pas de poète, puisque Robin disait qu'il voulait pas être poète. Pourquoi est-ce qu'il fallait le considérer comme un poète ? J'ai jamais compris, mais bon, mon but était précisément de sortir de la poésie aussi. Donc je trouvais qu'il était très intéressant pour une première raison, c'est qu'il avait choisi de faire de la poésie par la traduction. Donc de traduire des auteurs qui lui répondaient, qui devenaient Armand Robin, en quelque sorte, qui étaient déjà Armand Robin d'une manière, et de ne pas se cantonner dans une langue, de devenir un spécialiste traducteur de ceci, de cela,
mais de faire, encore une fois, absolument ce que personne ne fait, ni n'a fait depuis, c'est parcourir le monde entier pour échapper à la poésie personnelle et se rendre disponible à tout ce qui lui parlait. Et voilà. Donc, déjà, la première chose qui a rendu Robin vraiment passionnant pour moi quand j'ai rencontré, c'était ce refus de s'enfermer dans la poésie et d'ouvrir la poésie par le biais de la traduction. Genre qui, je dois le dire, en tant que traductrice moi-même, est complètement déconsidéré. Je veux dire, l'un des amis d'Armand Robin, qui était un inspecteur général d'allemand, a eu ce cri du cœur, en toute sincérité. Hein. Mais pourquoi traduisait-il lui qui pouvait créer ? Ça, c'est la conception française de la traduction. Pourquoi traduisait-il ? Puisqu'il pouvait créer. Moi, j'ai ma partie créatrice, c'est ce que je publie sous mon nom, et j'ai ma partie non créatrice, subalterne, qui est mes traductions de Marie de France et autre chose. Bon, on est... Alors, Robin a eu cet extraordinaire avantage, c'est de permettre de sortir du lieu commun. C'est-à-dire, ce qui semble aller de soi, pour Robin, ça n'existe plus. La frontière est franchie, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut. Et il va traduire Pasternak en prenant des passages de Pasternak qui ne sont pas dans le même poème. Donc, quand j'ai rencontré André Markovitch, ici présent, avec lequel nous poursuivons l'expérience d'Armand Robin par des voies diverses, en l'actualisant, eh bien, je lui ai demandé ce qu'il pensait d'une traduction d'un poème d'Armand Robin. De Pasternak, oui. Et aussi d'Armand Robin, puisque Pasternak était une version de Robin. Mais tout ça, c'était... je ne voulais pas compliquer, donc je lui ai demandé son avis sur cette traduction du russe. Et il m'a répondu que c'était quand même bizarre parce que c'était pas un poème, mais c'était un montage de plusieurs poèmes. Alors, chose totalement hérétique pour un authentique traducteur du russe. Et donc je lui ai dit de traduire le même. Si la traduction de Robin n'est pas bonne, je faisais une revue sur Armand Robin traducteur, revue Obsidiane. Et donc je lui ai demandé de traduire. Et il a produit sa traduction du même poème. Je lui ai dit, franchement, c'est quand même pas terrible. Bon, et donc, nous avons commencé nos débats qui durent toujours. Et il a pris ça très bien. Je me suis dit, voilà un homme galant. Traducteur, comme je l'avais choisi après avoir lu toutes les traductions de Céline Mayakovsky et Pasternak, qui étaient à la Bibliothèque nationale, j'avais tout lu, franchement, avant de les lire. Donc, il ne le savait pas, bien sûr, mais bon, bref. Donc, là, on était dans une expérience de traduction absolument unique, et d'autre part, il y avait ce complément qu'on a bien entendu dans le texte qu'a lu Christian. C'était également le lien entre la poésie et la politique. Donc, on a des commentaires sur l'expérience d'écoute radiophonique qui semble quelque chose d'absolument invraisemblable. Pourquoi se lancer dans le décryptage de passer ses nuits à décrypter les propagandes du monde entier? Ça semble quelque chose d'abord unique, ensuite complètement aberrant, et à la fois complètement passionnant, puisque c'est une manière de sortir de la politique en étant dans la politique jusqu'aux oreilles, on peut le dire. Et de placer la lutte contre les propagandes contre l'exercice de la poésie. Donc, c'était complètement... pour moi, d'abord, quand j'ai découvert ça, j'ai été passionnée, mais... à cause de ce que je considère encore comme une expérience tout à fait passionnante. Maintenant, l'auteur qui m'était présenté
quand en tant que lycéenne à Rostronin, je découvrais cet auteur, c'était absolument pas ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches. Moi, ce qui m'a fascinée en tant que lycéenne, c'était un poète anarchiste. Déjà qu'on me reprochait tout le temps mes activités politiques, donc ça tombait à merveille. J'étais punie à Rostronin pour mes activités politiques, j'étais chez ma grand-mère enfermée. Donc là, ma tante Yvonne Labouchère arrive et dit « Ah, tous les gens qui font des études sont un peu bizarres, j'ai failli épouser un nommé Armand Robin. Il est mort dans un commissariat. Oh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Quel destin magnifique, un poète anarchiste. Et je suis partie à la recherche de cet étrange Armand Robin qui vivait dans la même, qui était de la même commune que moi, donc le centre du monde, mais vous ne le savez pas. Rostronin, en Haute-Cornouailles, c'est-à-dire dans les Côtes d'Armor. Voilà. Donc je me suis consacrée à éditer les auteurs de Rostronin, Daniel Colobert, Armand Robin, ça m'a pris du temps. Ils sont tous très intéressants d'ailleurs. Mais passons. La légende d'Armand Robin est ce qui m'a attirée vers Armand Robin. Mais le fait est que le mythe, de même que les manuscrits récupérés après sa mort, avait reconstitué une image de poète contre ce qu'il avait voulu être. De même, l'histoire des écoutes radiophoniques, l'histoire des traductions, tout était refait pour correspondre à un mythe de poète. Le poète qui n'avait pas voulu être, il était là, il était vendable chez Gallimard. Et je veux dire, il est plus vendable puisqu'il est plus édité, apparemment, mais je ne désespère pas de faire paraître l'authentique édition des fragments que j'ai quand même fait paraître chez Gallimard et de republier l'essentiel de ces textes intéressants. Voilà. Toujours est-il que ce qui, quand on parle d'Armand Robin, on va parler d'un poète anarchiste sacrifié à son don des langues et mort dans un commissariat de police, anarchiste depuis sa naissance, autant dire, jusqu'à sa mort. Donc, ce qui m'a fasciné, ça a été quand j'ai compris que que les bulletins d'écoute d'Armand Robin, j'y aurais pas accès, parce que l'ami qui avait volé ces textes, faut dire les choses comme elles sont, chez Gallimard avait également les bulletins d'écoute, etc. Et on avait droit d'en avoir un ou deux de ça, de là. Enfin, il en dit. C'était. Enfin, on peut pas faire une recherche quand on est en présence de quelqu'un qui va vous donner le quart, la moitié, le tiers, ce qu'il veut, etc. C'est soit on arrête, soit on dit non, c'est pas possible, on va pas faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une thèse de doctorat d'État. Pour dire, ben voilà comment on fabrique un poète contre ce qu'il a écrit. Et voilà pourquoi j'ai voulu publier ce qu'il avait écrit également. Maintenant, ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a encore 15 jours, chez des bouquinistes d'occasion, je vois vendre des morceaux du fonds Robin, des archives qui ont été récupérées dans sa chambre après sa mort. Là, il y en a qui sont en vente actuellement. Donc, ça m'irrite. Je veux dire, je trouve ça totalement révoltant. Mais bon, peu importe. Ça, c'est mes opinions. Ça n'a d'intérêt que pour moi-même. Mais il n'empêche que l'itinéraire d'Armand Robin tel que je l'ai reconstitué, c'est-à-dire à partir de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a publié, de ce qu'on a pu savoir, ce n'est absolument pas ce que vous allez trouver sur Internet. Mais voilà, bon, son itinéraire, comme personne ne le connaît plus, je pense, je vais le résumer très simplement. Donc, il n'est pas né à Rostronin, contrairement à ce que je laisse à croire. Il est né à Plougarnével, c'est à quelques kilomètres. Ne confondons pas. Néanmoins, c'est bien à Rostronin qu'il a souffert dans un collège religieux. Et ensuite, on raconte que c'était un fils de paysan. Enfin, ça, on le raconte parce que c'est vrai. Oui, il est né en 1912. Et il est né
dans une famille de paysans, ce qui veut pas dire que c'est parce que c'était des ploucs bretons qu'ils n'étaient pas capables de parler français, quoi. C'est impossible. J'ai beau, il a expliqué lui-même qu'il avait appris le français et à écrire en même temps sur des baguettes de noisetier. C'est les enfants, les lettres se détachent sur des baguettes de noisetier, et donc il a appris le français en même temps qu'écrire avant d'entrer à l'école, même si il était fils de paysans bretons, donc forcément un peu arriéré, même beaucoup. Donc là, le mythe commence avec ce mythe du poète breton qui va devenir un génie en apprenant toutes les langues. Ça, on le trouve partout. Cela étant, la condition paysanne, c'est la condition de l'immense majorité des paysans en Bretagne, pas plus, pas moins. Voilà. Bon, en tout cas, ensuite, ce qui est, par les témoignages des personnes que j'ai rencontrées, notamment un monsieur qui avait passé son bac avec Armand Aubin, qui avait dit c'était incroyable, il est entré dans la salle d'examen, c'était à Saint-Brieuc, il a traduit, et on était tous à traduire avec notre dictionnaire, la version latine, et lui il a pas pris le dictionnaire et il l'a traduite en 1 heure et il est parti. Donc, voilà, c'était le seul qui a été reçu au bac de tout ce collège de petits bourgeois et bourgeois, de Rostrenin, donc. Et ensuite, l'échec à l'agrégation, l'échec à tous les concours à l'oral peut s'expliquer, par diverses manières, et peut-être aussi par une volonté de ne pas devenir professeur. Et c'est en étant boursier à Lyon qu'il commence à se lancer dans l'apprentissage des langues. Bon, il avait étudié le latin, le grec, l'anglais. Là, ce qui l'intéresse apparemment, c'est le polonais, le russe. Et l'origine des écoutes, du travail d'écoute, ce n'est pas soudain parce qu'il est farouchement communiste, il décide d'aller en URSS voir le paradis du prolétaire. C'est simplement qu'en 1933, il part avec Édouard Herriot. Et j'étais très surprise, mais il y a peu de temps, j'ai vu une photo de Robin à côté d'Herriot en Ukraine, à Kiev. Et donc, le fait de dire, il est allé en URSS, il a vu la misère qui régnait, c'était la famine en Ukraine, des millions de morts. Donc, il est rentré absolument horrifié, il a acheté un poste de radio, il s'est mis à écouter les radios du monde entier, et surtout les propagandes staliniennes, pour combattre, comme il le pouvait, l'oppression du peuple. Ça s'est pas passé comme ça. Il est rentré, il a mis, comme la plupart des gens qui étaient allés faire des voyages en URSS, comme notamment Étiamble, qui a exactement le même parcours que Robin, il est rentré en disant, bah oui, on a fait des banquets, c'était extraordinaire, des pantagruéliques au milieu de la famine. Il lui a fallu 2 ans pour se rendre, pour remettre tout à plat et décider qu'en effet, il allait combattre le stalinisme. Voilà. Donc, ensuite, quand on le présente comme les bulletins d'écoute, il commence à les rédiger en 1934. Pas du tout. S'il commence à faire des écoutes, c'est que sous l'occupation, il considère que lutter contre l'occupant doit se faire en écrivant, en continuant d'écrire et sans s'occuper de se mêler de politique, ce qui l'amène en 1941 à entrer au ministère de l'Information. Donc, on peut considérer que le travail d'écoute commence avec la collaboration. On peut considérer que, voilà, c'est un collabo. Ça, c'est la deuxième version du Robin. Robin héroïque qui donnait son bulletin d'écoute à la résistance. Robin collabo qui était prêt à tout pour publier, notamment à la NRF de Drieux. Voilà, on allait
les deux options. En réalité, pour moi, ce qui se passe, si on considère que de fait il trouve un métier, que de fait il trouve que c'est absolument passionnant de pouvoir décrypter dans les langues étrangères les émissions de propagande, ce qui l'intéresse à ce moment-là, ce n'est absolument pas ce travail politique en tant que politique, c'est la possibilité de commencer une sorte d'épopée en passant par l'apprentissage de langues qui ne lui servent absolument pas pour son métier, le chinois, qui a une importance capitale pour lui, et l'arabe, entre autres. Voilà, donc pendant quelques mois, on a quelqu'un qui publie d'abord ses poèmes, son unique recueil de poèmes, si on veut, ça c'était en 1940. Ensuite, Le temps qu'il fait, qui raconte sa vie à Rostronin, dans la campagne, et sa manière de partir par la traduction. Et qui écrit des textes qui sont absolument magnifiques, qui sont ceux qu'il a rassemblés sous le type de fragments. Ça se passe en quelques mois. C'est-à-dire, il écrit en même temps des articles de critique absolument extraordinaires, notamment sur Joyce. Joyce, Rimbaud, Mallarmé sont la manière de poursuivre sa recherche de traduction du chinois, de l'arabe anti-islamique, etc. Donc, il fournit un travail absolument extraordinaire. Et puis, à partir de 1942, c'est-à-dire de la bataille de Stalingrad, pour moi, là, soudain, il se rend compte qu'aux yeux de Guéhenno, son maître, par exemple, de tous ceux qui ont voulu résister, en résistant pas vraiment, faut dire, à l'occupant, il se trouve mis au banc. Et là, il entre dans une période de crise très violente. C'est ce qu'il explique dans un certain nombre de fragments. C'est-à-dire c'est comme s'il avait essayé de franchir des bornes infranchissables et qu'il n'arrivait plus à revenir vers lui. C'est ce qu'il dit. Déjà, il avait écrit un recueil qui s'appelait « Ma vie sans moi ». Donc la tentative, il voulait la mener. Il ne voulait plus, il voulait sortir de lui-même et passer un certain seuil. Oui, il a passé le cap, mais il n'est plus lui-même. Il se dit dépersonnalisé, il l'est. En toute l'année 1944, il disparaît, absolument. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il ne publie rien, il est absent. Et il va rester absent jusqu'à la fin de ses jours. On a le cas de quelqu'un qui s'est cassé et qui va ensuite... le fragment, c'est une sorte de constellation éclatée. Il reprend ce qu'il a fait, il peut pas dire... Oui, il rassemble en quelque sorte. Et ce sont des textes qu'il ne publiera jamais, qu'il garde dans sa chambre, qui en fait n'est meublée que de tas de papier, de manuscrits, de choses dont les personnes qui sont venues après sa mort ont rempli 3 valises. Mais les 3 valises n'ont pas été restituées, malheureusement. Seulement une demi, disons, et encore. Mais toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, il est mis au banc de la société littéraire qu'il avait voulu fuir et à laquelle il n'appartenait pas parce qu'il restait un paysan breton. Et il ne partageait pas du tout les codes du milieu dans lequel il se trouvait. Donc, à partir de ce moment-là, il arrive quelque chose d'absolument scandaleux, je veux dire. Si on considère que Robin est un collabo, 80% des écrivains sont des collabos. La résistance, c'était le fait d'une extrême minorité. Donc, en 1944, les écrivains se rassemblent, un certain nombre d'écrivains, communistes principalement, se rassemblent et forment le Comité national des écrivains.
Robin s'est affronté à Aragon à Elsatt-Riguelet parce qu'il a voulu travailler, il a traduit Mayakovsky. Elsatt-Riguelet n'admettait pas. Et ensuite, il s'est affronté avec Éluard. Donc, Éluard était le plus féroce de tous. Donc, ils l'ont rajouté sur la liste noire du comité la liste noire du... Ah ben, ça avait été le témoin à son mariage, Éluard. Mais à partir du moment où Robin s'en prenait aux communistes, Éluard, c'était sans pitié, sans pardon. Donc, ils ont rajouté le nom de Robin à la suite de la liste des écrivains collabos. Ce qui était une mort, une manière de le mettre à mort, mais il disait déjà qu'il n'existait plus. Donc, il a appris les choses en publiant des poèmes indésirables, à mon avis très mauvais, mais qui calquaient la poésie de la Nouvelle Résistance. Aragon, etc. Toute cette poésie qui rimait. Voilà, une poésie militante. Et il a assumé le rôle de poète indésirable. Voilà, donc il se présentait comme Robin la liste noire. Et c'est là qu'il a rallié la Fédération anarchiste, où il a rencontré Brassens, qui a toujours été un ami pour lui. Et il a trouvé un milieu porteur, une manière de se survivre. Et ensuite, il a publié... Alors, il a acheté d'abord, ça c'est l'essentiel, c'est à ce moment-là, en 1945, qu'il achète le poste de radio le plus puissant du monde et qu'il se met à son compte comme écouteur. C'est là qu'il invente le métier, puisqu'il est seul avec son poste de radio chez lui, et qu'il fait un bulletin d'écoute bi-hebdomadaire qui est diffusé à un certain nombre d'abonnés, ça varie selon les années. Donc, c'est évidemment ce qui me passionnait, c'était la recherche du bulletin d'écoute. Pour moi, c'était une manière de poésie pratiquée d'une manière unique au monde. Et donc, ça a été toute une histoire de trouver ces bulletins d'écoute, puisque c'était l'ami qui avait récupéré ces textes, disons, qui les possédait et qui ne les donnait pas à lire, si, par petits bouts, tout au moins. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, commence le travail d'écoute radiophonique dont on a gardé les traces sous forme de, au total, 260 bulletins. Malheureusement, les bulletins commencent, le premier bulletin conservé, c'est 1952, et c'est le moment où Robin est très affaibli, déjà, et plus les bulletins plus on lit les bulletins, plus on voit l'affaiblissement qui s'aggrave jusqu'à 1960. Là, on a très peu de bulletins, et il est malade. Et en 61, il est donc arrêté un soir de mars. Et il est retrouvé à l'infirmerie spéciale du dépôt. C'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Ce qui s'est passé, on ne le sait pas. Et on ne le saura jamais puisque le dossier a disparu. Quoi qu'il en soit, la solitude de Robin se mesure au fait que c'est seulement des semaines plus tard qu'on se rend compte qu'il a disparu, parce que la Gazette de Lausanne, à laquelle il collaborait, pour un certain nombre d'articles qui reprennent les grands articles des années 40, le rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne se demande comment il se fait que le paiement d'un article ait été renvoyé avec la mention décédé. Et c'est lui qui lance l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout ce qu'on peut savoir, c'est grâce à ce rédacteur en chef. Et ensuite, on doit aussi de savoir, de connaître les manuscrits laissés par Robin à Claude Roland-Manuel, qui faisait avec lui des émissions de poésie sans passeport et qui a décidé de demander à la concierge de Robin de le prévenir quand les scellés sur l'appartement seraient levés.
Et donc la concierge l'a fait, et Claude Roland-Manuel a téléphoné chez Gallimard, et celui qui se trouvait présent, c'était Georges Lombrix, qui dirigeait la NRF, et qui a demandé à sa femme de venir aussi avec lui. Chacun a pris une valise, et sous les pieds des déménageurs, ils ont rassemblé, ils ont rempli 3 valises. Maintenant, les 3 valises ont été déposées chez Gallimard, puisque Robin était sous contrat avec les éditions Gallimard. Et puis, un jour, les manuscrits disparaissent de chez Gallimard. Et un nommé Bourdon devient président de la Société des Amis d'Armand Robin. Et commence la légende du poète, que Robin n'avait pas voulu être. Et cette espèce de mythe du poète avec majuscule, qui se substitue à un travail qui, pour moi, était, quel qu'il soit, toujours intéressant par la manière de déplacer les lignes et de poser des questions qui ne sont jamais posées. Et donc, pour moi, ton travail s'est fait à partir de cette tentative d'essayer de faire connaître un autre Armand Robin. Donc, La Fausse Parole est un livre très important, puisqu'il dit que c'est le journal d'un journal, ce qui est vrai, et que pour lui, c'est une manière de retrouver place dans le milieu littéraire, puisqu'il publie aux éditions de Minuit, en 1953, et que les éditions de Minuit sont les éditions de la Résistance, par excellence. Donc, il a retrouvé sa place. D'autre part, il fait aussi une chronique dans Combat, le journal de Camus, chronique que j'ai publiée avec Dominique Graduff, qui a fait une recherche sur le travail d'écoute, qui est la seule recherche qui soit fiable là-dessus, sur ce sujet. Et la manière dont Robin présente son travail d'écoute, c'est une manière de sortir également de manière très paradoxale de la politique et de faire entendre ce qu'il a essayé de faire. Donc, je l'ai page 31 alors 31, ouais. Peut-être tu expliqueras quand même que dans le temps où il publie chez Minuit, Georges Lombrix a été un des premiers directeurs littéraires de Minuit. Je pense que oui. Là, en 1953, c'est à peu près un moment où Lombrix quitte les éditions. Et puis surtout, il y a le texte de Paulan qui avait démarqué Jean Paulan très sérieusement, de façon assez violente, du milieu de la Résistance au début des années 50. Ouais. Voilà. Lettre au directeur de la Résistance. Lettre au directeur de la Résistance, oui. Ouais. Et quel a été le rôle peut-être de Paulan pour la publication de cet ensemble de textes sous le titre La Fausse Parole. Mais je lis d'abord, si tu veux, et puis je te laisse... Oui, c'est un texte qui mérite d'être commenté, bien sûr. Mais... Alors, le choix de... Le choix de ce texte, tu l'expliqueras aussi, c'est dans page 31, c'est sous le titre « Un lieu un lieu me possède ». Bien que maintes circonstances aient paru agir, seuls des mouvements intérieurs m'ont mené peu à peu à vivre courbé sous les émissions de radio en langue dite étrangère. Ce métier me prit, lambeau d'âme après lambeau d'âme, plutôt que je ne le pris. À l'origine, mes jours indiciblement douloureux en Russie. Là-bas, je vis les tueurs de pauvres au pouvoir. Le fortuné y assassinait savamment le malheureux en le contraignant à proclamer l'instant d'avant sa mort « Toi seul tu es pour les malheureux ». À Moscou, pour la première fois, j'entrevis des capitalistes banquetants. Ici revenu, je me retins là-bas. Muet, ratatiné, hagard au souvenir du massacre des prolétaires par les bourgeois bolcheviques, je me serrais loin de tout regard auprès de chaque ouvrier russe tué en vue d'accroître le pouvoir de l'argent. Par sympathie pour ces millions et millions de victimes, la langue russe devint ma langue natale. Tel un plus fort vouloir dans mon vouloir, besoin me vint d'écouter tous les jours les radios soviétiques. Par les insolences des bourreaux, du moins restais-je lié, traversant les paroles et comme les entendant sur leur autre versant, aux cris des torturés.
Si terrifiants ces cris qu'ils me jetèrent hors de moi, devant moi, contre moi. Ils me tiendront en cet état tout le temps que je vivrai. Je mendiai en tout lieu, non-lieu. Je me traduisis. 30 poètes en langue de tous les pays prirent ma tête pour auberge. Je m'embuissonnai de chinois pour mieux m'interdire tout retour vers moi. Le monde extérieur m'aida quelque peu. Il me haït, me calomnia, me travestit. Hélas, parfois aussi, comme pour me décourager, il me louangea. Puis je cessai de dormir. L'extrême lassitude fut mon opium, mon lait, mes alcools. L'épouse fatigue m'accompagna partout, lourde en mes bras. Aujourd'hui encore, toujours souffrant du choc reçu là-bas, je n'ai pas renoncé à me perdre, à être partout où je ne vis pas. Mais un destin malin a travaillé contre ma volonté, une activité professionnelle m'a happé, un lieu m'a. Maintenant que vous connaissez son itinéraire, il est certain que c'est une condensation des faits. Que d'un autre côté, cette version, elle est à la fois fausse parce que ce n'est pas à son retour d'Urs qu'il s'est consacré au décryptage de la fausse parole, mais d'un autre côté, c'est vrai parce que la manière d'échapper, ça a été la manière de... C'est vrai que le russe est devenu sa troisième langue. C'est vrai qu'il s'est consacré à la traduction du russe principalement. Et c'est vrai que la manière d'échapper à tout a été la fatigue, l'épuisement, c'est-à-dire un travail d'écoute la nuit et de traduction de la poésie le jour. Voilà. Donc, à la fois, quand il dit 30 poètes s'emparèrent de ma tête, c'est pas 30 poètes, c'est 100 poètes qu'il a traduits. Et dans je ne sais plus combien de langues, il dit, en fait, c'est 21 langues. Donc, quand on regarde ce qu'il a traduit, il a traduit de 21 langues une centaine de poètes qui n'avaient aucun rapport entre eux, pas plus que Mayakovsky avec Pasternak ou Есенин, mais qui formaient une sorte de constellation de l'absence, contredite par la non-traduction. Donc, ce qu'il appelle non-traduction, c'est le fait de faire un palimpseste, en quelque sorte, où son destin soit lisible, aussi bien sous un texte de propagande chinois, aussi bien un texte Tchérémis des Prairies, puisqu'il avait étudié cette langue, aussi bien certains textes qui semblent reprendre exactement son expérience, mais d'autres qui semblent n'avoir aucun rapport et qui soudain prennent un autre sens du fait qu'il les a traduits. Donc à la fois c'est de la traduction, à la fois ce n'est pas de la traduction, et l'intérêt du choix de ces auteurs n'est absolument pas de faire découvrir tel auteur parce que voilà, c'est un grand poète. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Ce sont des avatars de Robin passés par la planète. Françoise, est-ce que tu pourrais, à propos de la fausse parole et de ce travail, est-ce que la fausse parole est une forme de restitution de ces années passées à écouter les radios? Enfin, voilà, comment tu expliquerais cette écriture de la fausse parole, qui est un texte non résumable, qui est un texte d'une assez grande complexité, avec quand même un certain nombre d'obsessions, et notamment sur essayer de restituer tout de même cette façon de mensonge qui caractérise la propagande. Alors là, en Russie, et je pense qu'assez vite, peut-être on arrivera à la façon dont aujourd'hui le mensonge est un usage à peu près permanent par les canaux que nous connaissons, que nous subissons dans ce temps des années après contemporain. Donc, comment tu pourrais caractériser cette écriture de la fausse parole et à quoi elle, d'une certaine manière, il aurait pu la destiner, cette fausse parole, enfin cette écriture de la fausse parole? C'est un témoignage.
Déjà, le texte que tu as lu, c'est lui qui explique comment il est arrivé à se pencher sur les propagandes. Ensuite, il y a une analyse de ce qu'il appelle la fausse parole, c'est-à-dire c'est une parole qui est au-delà du mensonge. Staline ne cherche pas du tout, enfin c'est ce qu'il explique dans un texte qui est assez beau aussi, c'est le fait que d'abord les Russes étaient obligés d'écouter la radio. C'était obligatoire dans les appartements communautaires. Oui, sur les places, la parole de Staline se déversait. Mais même dans la maison de Matriona, le poste de radio est là et il faut écouter. On n'a pas le choix. Donc, à la fois, mais enfin, ce que constate Robin, c'est que ça ne vise pas du tout à imposer des paroles qui seraient vraies ou qui seraient fausses, parce que personne ne croit à ce qui est raconté. C'est pas du tout fait pour être cru. C'est simplement la mise en branle des paroles commanditées par des esclaves payés pour déverser des statistiques. Pendant la famine, les statistiques sont explosées, c'est-à-dire jamais on n'a vu des rendements aussi faramineux, donc personne n'y croit. Mais il n'empêche que la propagande agit. Et c'est en quoi le témoignage de Robin est prémonitoire. Enfin, il se penche sur une question qui allait s'imposer. Si Staline impose mais Hitler aussi, je veux dire, s'il y a un ministère de l'information en France, c'est qu'il s'agit également de déverser des propagandes. Donc c'est le rôle de Laval, de faire croire que l'amitié avec les nazis occupe le cœur de tous les Français et les fait vibrer. Donc le fait d'utiliser la parole comme une arme pour imposer à des masses un discours massifié lui aussi, ça c'est ce que Robin a décrit, et a décrit de manière très efficace. Maintenant, la question, c'est que d'abord ce livre paraît en 1953. Alors d'un côté, c'est le fait que la résistance n'a pas trouvé à s'imposer politiquement, et les lois d'amnistie permettent à toutes sortes de nazis de retrouver leur place. Donc on peut dire que c'est dans un parcours de régression, et d'un autre côté, la fausse parole permet d'ouvrir contre les certitudes du Parti communiste des voies de contestation qui n'étaient pas courantes. Ce qui fait que le sort de ce livre est non moins étrange que le reste, puisque d'après Anne Simonin, la vente... Anne Simonin est l'historienne des éditions de Minuit. Oui, voilà. Dans son essai sur les éditions de Minuit, elle explique qu'en fait, le livre s'est vendu à 38 exemplaires. Moi, je n'avais pas cette version-là, mais enfin, dans le cas de Robin, il faut toujours être sceptique. Donc, l'idée, c'était, imposée partout, et encore maintenant, c'est que le Parti communiste a fait racheter tous les exemplaires du tirage qui étaient en librairie. Je ne me prononce pas. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le livre était bien gênant, et que sa manière d'aborder le problème de la propagande ouvrait des recherches, celle de Jacques Ellul, etc., et puis de Françoise Thom ensuite, qui auraient mérité plus d'attention, certainement. En tout cas, moi, quand je l'ai republié, donc en 1979, c'était, le livre a connu un très très grand nombre de tirages.
enfin je pense, je ne sais pas, l'éditeur ne me l'a pas dit, mais je l'ai vu pendant des années diffusé partout. Et quand il a été réédité en 2002, j'ai pu réactualiser ce que j'avais pu dire. La question de la propagande telle qu'elle est posée par Robin est capitale. Évidemment, elle est plus actuelle que jamais. Je veux dire, on peut décrypter Poutine, Trump, enfin, Trump c'est une autre stratégie, enfin, s'il y en a une toutefois. Mais en tout cas, les discours de Poutine avec le fait d'imposer absolument n'importe quoi comme vérité inaliénable, là, je veux dire, on le subit à tir continu. Et les Russes actuellement le subissent. Il a un terme qui est là au milieu du texte. Il dit encore aujourd'hui, il est communément admis que l'appareil à bavardage fournit la preuve de la toute-puissance de quelques hommes en la technique de la colonisation des âmes. Oui, et sinon il y a le texte aussi avec son tête-à-tête avec les radios, où on le voit qui affronte, au bout d'un certain temps, il a l'impression qu'il affronte des êtres psychiques qui sont comme ces créatures de conte qui s'emparent des esprits. Est-ce qu'on aurait pu rapprocher ce travail de Robin qui n'a été récupéré par personne, qui était d'une certaine façon irrécupérable? Est-ce qu'on peut malgré tout le rapprocher de ce livre qu'on a connu bien après de Klemperer, qui s'appelle le LTI, la langue du Troisième Empire, enfin la langue du Troisième Reich? Oui, bien sûr. Mais sauf que Robin, c'est un témoignage. Oui. Je veux dire, ça n'a pas de visée scientifique. C'est ça, il n'y a pas d'analyse au sens rationnel, enfin au sens. C'est quelque chose d'invisible nous influence en permanence et devrait être combattu et ne l'est pas. Et que faire? C'est plutôt la question. C'est une sorte de cri d'alarme, plutôt. Tu pourrais peut-être... Il y a une chose, moi, je n'arrive pas à identifier complètement, c'est ce terme qu'il emploie régulièrement dans ce texte, c'est le terme de verbe avec un V majuscule. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, selon toi, qui connaît très bien la pensée de Robin? Alors, la pensée de Robin, franchement, je ne vois pas trop qui la connaît. Bon, donc la pensée de Françoise Morvan. la pensée de Françoise Morvan sur Armand Robin, je viens de vous l'expliquer. Je ne fais pas d'hypothèse, je me contente de dire, et voilà ce qu'il a fait. Voilà. Alors, pour répondre sur le verbe, la pensée de Françoise Morvan est que le côté liturgique de Robin est complètement énervant. Mais je ne partage absolument pas les mots avec des majuscules, encore moins le verbe. Ayant été élevé chez les Sœurs de la Providence, j'en ai soupé. Donc, je suis plus anarchiste qu'Armand Robin, à ma manière. Donc, d'un côté, il y a ça, mais avec Robin, rien n'est simple. Donc, tu lui vois une dimension spirituelle vraiment, enfin, parce qu'il est tellement plein de paradoxes. Ah oui, ça pour le moins, ça c'est clair. Le verbe, d'un autre côté, quand il l'emploie dans la fausse parole, à la fois c'est spiritualiste, et de l'autre côté, c'est simplement que ces textes qu'il a pu écrire, qui sont de la poésie vraie, il faut le dire, dans les fragments, il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des traductions de Robin qui sont des chefs-d'œuvre absolus, jusqu'en 1944. Après, il poursuit avec des textes de plus en plus faibles, mais le fait qu'ils soient faibles n'a aucune importance non plus, puisque c'est une épopée, en quelque sorte. Donc, on n'a pas lieu de juger. Ça prend sa place là où ça se met. Donc le verbe, c'est avec majuscule ou sans majuscule, c'est aussi une manière de désigner la poésie.
c'est-à-dire ce qui permet à quelqu'un d'être indépendant de ses forces politiques et d'assumer sa propre parole. Donc, avec Robin, on passe d'un extrême à l'autre. Enfin, je veux dire, comme, je sais pas, depuis que je travaille sur cet auteur, je constate que il y a des gens il y a même pratiquement que ça d'ailleurs, des gens qui savent absolument qui était Armand Robin, ce qu'il avait, son travail d'écoute, ils n'ont jamais vu les bulletins d'écoute, mais ils savent ce qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait un poète qui s'appelait Edmond Humeau, chez qui je suis allée chercher dans ses archives, parce que c'était un monsieur qui travaillait dans beaucoup d'administrations et qui emportait toutes les archives. Donc, ça a du bon, malgré tout. Moi, j'ai passé quand même des semaines, on était 3, quand même, armés de balayettes et de plumeaux, en Provence, à parcourir les archives pour trouver des bulletins d'écoute. Et il y en avait. On en a trouvé. Et donc, le poète Edmond Humeau, il n'avait pas lu les bulletins d'écoute, c'était pas grave, parce que, médiumniquement, il s'imprégnait de la pensée robinienne et la restituait sous forme de poème d'Edmond Humeau. C'est un exemple, je veux dire, simple, carré, enfin, quoique avec beaucoup d'évanescence, mais c'est à peu près tout ce que j'ai lu sur Robin. Par exemple, Bourdon, le président de la Société des Amis d'Armand Robin, m'avait expliqué, j'étais encore lycéenne, donc au début de mes recherches, j'étais allée savoir qui était ce monsieur Bourdon qui avait fait des éditions du Monde d'une Voix. Et donc il m'avait dit, mais putain, d'écoute, vous vous rendez compte, j'en ai tout un placard là qui est rempli de bulletins d'écoute, j'en ai jeté la moitié parce que franchement, il a perdu son temps à faire ça. Là, alors, mon tempérament rostre noir impliquait un silence réservé, mais le bas breton sait se tenir, mais une ébullition intérieure qui rendait mon sang-froid encore plus méritoire, à mon avis. Par la suite, ce pauvre Bourdon, je n'ai fait que lui gâcher la vie. N'empêche... Lui, il savait tout. Enfin, il m'a expliqué, mais en ayant... Je lui ai dit, vous n'allez pas vous plonger dans la lecture de ça. Je lui ai dit, je suis venue pour ça, justement. Non, mais vous êtes, je sais pas, vous êtes étudiante. Je lui ai dit, oui, mais c'est pas pour autant que je ne dis pas les bulletins d'écoute, si on me les présente. Ah ben si, mais je dis, bah, vous vous rendez compte? Alors, il faisait une conférence chez les jésuites, au même moment... Moi, déjà, c'était quand même scandaleux. J'étais venue voir un poète anarchiste, une conférence chez les jésuites. Non, non, c'était trop. Bon, enfin, bref. Donc, chez les jésuites, il expliquait que les bulletins d'écoute étaient extraordinaires parce que, par exemple, Robin avait écouté un discours d'un petit monsieur dont on ne savait pas trop qui c'était, au fin fond de la Sibérie, et que ce discours, il était retransmis. Le petit monsieur, il s'appelait quelque chose comme Khrouchtchev, et il avait, Robin avait vu que Khrouchtchev, même du fin fond de la Sibérie, il allait devenir très très important. Alors moi, je n'avais pas lu le bulletin d'écoute, donc je ne savais pas. Maintenant, je peux dire que je ne l'ai jamais vu, ce bulletin. Il n'existait pas. Mais si... Alain Bourdon avait vu que Robin, comme Humeau, c'est médiumnique, avait sorti avant tout le monde que Khrouchtchev allait avoir un rôle dans l'histoire. Voilà, donc c'est entre je vais dire, depuis le temps quand même que je travaille sur cet auteur, je peux dire qu'il y a d'un côté une espèce de ce que Robin décrivait très bien, des flots, des cataractes, des fleuves
de fausses paroles sur Robin, et que face à ça, on essaie de poser des faits. Par exemple, le fait qu'il a commencé son travail d'écoute le 1er avril 1941, on a des documents, c'est aux archives. Le fait que ces bulletins d'écoute aux archives nationales, on arrive à en retrouver. Donc on sait à peu près ce qu'il a dit, que de fait c'était un collabo, mais que de fait ce qu'il disait c'était vrai aussi. C'est-à-dire quand il disait à Paulan, vous verrez de quoi je régale Laval tous les matins, et ben c'est vrai, il y avait de quoi mettre le moral en berne, parce que il avait choisi tout ce qui pouvait saboter la confiance de Laval dans ses chers amis occupants. Donc voilà. Alors, d'un côté, il y a les faits qu'on arrive à établir, à placer, en disant, ben voilà, c'est intéressant de voir un itinéraire politique. C'est intéressant de voir ses relations avec qu'est-ce qu'il fait à la Fédération anarchiste, qu'est-ce qu'il fait à la nation française. Moi, je vois pas pourquoi je dissimulerais ce que j'ai trouvé. Ça me plaît pas, c'est un fait, mais bon, c'est comme ça. Et le fait que établir tous ces faits, ça ne sert à rien. Je veux dire, face à la fausse parole, parce que quand même, pour venir ici, je me suis dit, il faut quand même que je vois qu'est-ce qu'on écrit sur Armand Robin. C'est intéressant quand même. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que j'ai quand même fait une thèse d'État, 3000 pages, 7 volumes. J'en ai fait une synthèse en 2023. Je suis un éditeur académique, Garnier. Tout ça n'a servi strictement à rien. Mais quand Christian m'a invité, j'ai été surprise. Alors, après, je me suis quand même plongée dans des réflexions. Et puis, je me suis rendu compte que depuis 1979, c'est la première fois que je parle de la fausse parole d'Armand Robin et du travail d'écoute. Vous allez dire, j'ai quand même une ténacité rostrenoise. Bon. Mais je remercie Christian parce que sincèrement, même avec ces contradictions, tous ces aléas, etc. Armand Robin est un personnage passionnant. La fausse parole est un livre capital, je veux dire, au confluent de la poésie et de la politique. Voilà, c'est une sorte de continent à découvrir. Françoise, j'ai une dernière question avant et tu feras une réponse. Je ne sais pas si tu pourras la faire courte, parce que c'est peut-être pas ta qualité principale de faire des réponses courtes. Mais, parce que sur celle du Verbe, quand même, elle était longue. Hein, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu digressive, mais c'est très bien. Tu es passionné et à l'écoute. Donc, la dernière question, elle reprend encore une partie de tout cet homme plein de faits, essentiellement de paradoxes et un homme à la fois en morceaux, entravé, ça sont mes qualificatifs. Et elle a trait à ce que tu as évoqué à de maintes reprises, c'est-à-dire finalement on pourrait avoir une vraie parole face à la fausse parole, mais même il n'y croit pas du tout, il la réfute. C'est-à-dire, tout est réfuté. Il y a un mot, il me semble ne pas me souvenir plutôt qu'il apparaît dans le texte. C'est le mot de liberté. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le texte. Mais ça, c'est un élément de la question. Et le deuxième élément, c'est justement celui de l'entrave. Presque... Alors, si on faisait une lecture à la Bourdieu, on pourrait dire c'est l'entrave d'origine. C'est celle de l'origine sociale. Hein. Je reprends une chose que tu écris et que tu attribues à Robin s'adressant à Paulan. Robin affirme en 1943 à Paulan « Je réussirai à avoir une vie qui sera toute basée sur la force indéracinable du travail et de l'indépendance vis-à-vis des puissances d'asservissement. » Voilà, il a cette ambition qui, tu l'as expliqué tout à l'heure, qui à un moment donné
s'arrête, il y a comme un effondrement. Est-ce que cet effondrement et cette, pour le coup, liberté entravée, elle s'origine dans quelque chose qui était inaccessible de fait, de par son... Est-ce que tu pourrais avoir une lecture sociologique, j'allais dire, de ce qui est une fin, si ce n'est un échec. Et je pèse tous mes mots là, parce que je n'ai pas d'autres là. Voilà, ce sera ma dernière question, après on écoutera le public. C'est bien comme question, parce que le maître mot pour Robin, c'est liberté. Tout ce qu'il a fait, c'était pour être libre. Voilà. Pas s'enfermer dans une œuvre de poète, pas s'enfermer dans un métier, pas s'enfermer. Oui, mais le mot, il me semble qu'il ne l'écrit pas. Ah si, on le retrouve assez souvent, ouais. Alors dans la fausse parole, je sais pas. En revanche, dans ces fragments, dans ces essais, oui, si. Il n'a eu autour de lui que des entraves. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait des dons exceptionnels. Si, il voulait s'adapter par tous les moyens possibles, mais il n'y arrivait pas du tout. Et heureusement, pas heureusement pour lui, mais combien il y a eu de fils de paysans plein de talents qui sont adaptés, voilà, c'est la majorité. Enfin, je veux dire, pas des fils de paysans, mais à chaque fois qu'il s'agissait de répondre à une demande sociale, il faisait exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc, je complète en te disant hier, en te rappelant qu'hier, lisant la thèse et relisant la fausse parole, je songeais à quelqu'un comme Alexandre Grothendieck, qui a eu il me semble, ce trajet du refus et qui a amené Grothendieck à s'exiler définitivement et jusqu'à sa mort dans un recoin de l'Ariège, après avoir été médaille Fields en mathématiques. Et j'ai l'impression que là, on a des personnages qui hors du commun, avec des intelligences hors du commun, qui n'ont pas pu résister à l'écrasement du temps. Quand tu m'as dit ça hier, je me suis dit non, je vois pas le rapport. Mais en fait, si, c'est exactement ça. C'est à un certain moment, la personne va passer un cap, elle ne le peut pas, elle ne le fait pas en tout cas. Et à partir de ce moment-là, enfin Robin le dit, je suis dépersonnalisée. Je ne peux plus revenir à moi-même. C'est en effet, et quand alors c'est ça qui m'a particulièrement exaspérée dans la fausse parole au sujet d'Armand Robin, c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui dit qu'il n'existe pas, qui existe par les traductions, par les écoutes, etc. Et sans arrêt, ce qui a fasciné les commentateurs, c'est ces problèmes avec les serveuses de restaurants, les femmes, pourquoi pas les caniches, enfin, c'est... Moi, je considère qu'il a dit qu'il n'existait pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il a manifesté sa non-existence. Je le prends pour que... voilà, mais c'est vrai que la comparaison, elle est exacte. J'avais une question. D'abord, merci beaucoup. C'est une très très belle évocation d'un personnage, moi, que j'ai rencontré. Je crois que j'ai l'édition de Poésie Gallimard. C'est Ma vie sans moi, c'est ça ? Et alors justement, c'est ma question, c'est que dans cette édition, dont je ne me rappelle plus du nom du préfacier, il y a une phrase... Alain Bourdon. Alain, oui, alors c'est peut-être pas votre ami, si j'ai bien compris. Mais par il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Voilà, c'est votre éducation chez les Sœurs de la Providence. Oui, il me reste quelque chose. Mais c'est bénéfique. Mais ma question, c'est celle-là, c'est que dans cette préface, il y a une citation d'Armand Robin qui est une très belle citation au sujet des gens qui sont de droite ou de gauche. Vous vous en rappelez ? Parce que moi, je me rappelle à peu près. Alors, si vous ne l'avez pas, la citation littérale, je vais la dire parce qu'elle est très très belle. Et pour moi, elle résume le personnage. Vous ne l'avez pas littéralement ?
Ah non, la prose d'Alain Bourdon, je la prends pas par cœur. Non, mais là, c'est une citation d'Armand Robin. Il cite Armand Robin. Des citations d'Armand Robin, il y en a beaucoup. Alors, peut-être que c'est une fausse parole, mais celle-là est, à mon avis, tout à fait en faveur d'Armand Robin, parce qu'elle est parfaitement libertaire. Alors, de mémoire et approximativement, la phrase, c'est « En ce temps-là, on demandait à tout le monde, même aux poètes ouïghours, êtes-vous de droite ou de gauche ?» Et moi, je leur demandais « Êtes-vous debout ou couché ?» Et personne ne savait répondre. Il ne s'était jamais levé. De la part d'Alain Bourdon, citer ça, c'est quand même avoir un certain culot, mais bon. Il n'en manquait pas, donc. Ouais, c'est un texte, ça vient de L'Homme sans nouvelles. Texte que j'ai publié dans les écrits oubliés qui ont disparu. Mais c'est le dernier texte qui a été retrouvé dans sa chambre sur la pile de papier par Georges Lambrix. L'homme sans nouvelles. C'est en ce temps-là, on vous demandait êtes-vous ceci, êtes-vous cela. Je n'étais pas là, je n'existais pas, donc je me sentais totalement innocent de tout ce dont on voulait m'affubler. Et ce texte a été retrouvé comme une sorte d'adieu sur la pile de papiers qui était dans sa chambre après son arrestation. Et Georges Lambrix l'a publié juste dans la NRF, juste après la mort de Robin. C'était le premier texte publié après sa mort. Très beau texte, très intéressant. Disons qu'effectivement, il n'existait pas. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question sur l'aspect factuel de ces bulletins d'écoute. Donc, c'était des notes qu'il prenait, si je comprends bien. Il relevait la parole qu'il entendait à la radio. Mais est-ce qu'il notait de façon télégraphique ? Il n'avait pas la possibilité de noter. Comment fait ? Peut-être il était extrêmement rapide et avait le temps de tout noter. Est-ce que c'est facile à relire a posteriori ? Comment ça se présente ? Alors, vous en avez 3 exemplaires à la fin, ici. C'est complètement factuel. Et en même temps, c'est une manière d'étudier le ton des propagandes. Ça, on nous raconte ceci, c'est que du blabla, je veux dire, c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi qui ne dit pas rien, parce que, vous voyez, le ton, il est particulièrement violent à cet endroit. Il y a sans arrêt des analyses qui sont des analyses de textes, qui sont des analyses qu'on pourrait dire poétiques, si l'on veut, puisque c'est le non-dit qui est interrogé. Mais là, Georges Monti, donc l'éditeur, avait mis dans la première édition 3 facsimilés de bulletins d'écoute, dont le premier qui a été conservé, et là il les a intégrés au volume. Donc vous pouvez voir, au début Robin prenait des notes, puisque le magnétophone à bande n'existait pas. Mais il a été fasciné, c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à travailler sur l'ancêtre de France Culture avec Claude Roland-Manuel. Il était fasciné par toutes les machines. Les motos, il a fait les appareils photos, j'ai publié ses photos dans sa ferme, et le magnétophone a été pour lui la manière de sortir de l'écrit, ce qui était son but, et de faire ces émissions de Poésie sans passeport qui sont la face inverse du travail d'écoute, en somme. Oui, alors justement, c'est ma question. Des archives sono, est-ce qu'il existe des archives sono ? Je les ai retrouvées. J'ai retrouvé des émissions. Claude Roland-Manuel n'y croyait pas. En plus, il se disait, vous savez, ça n'a pas d'intérêt, ce que j'ai fait. Bon. Elles sont à l'INA, oui. Mais je les ai publiées. Elles sont accessibles, il faut payer. Enfin, moi, je les ai. Je vois pas pourquoi je le cacherais. Je trouve déjà scandaleux l'attitude de l'INA qui. Moi, je ne demandais qu'à faire un livre audio avec au moins 2 ou 3 émissions. Il se trouve que France Culture de nuit les a diffusées. C'était dans les années 80. Il y a quelques semaines, il y a de nouveau eu l'émission sur Armand Robin. Ah vous voyez. Dans la nuit, voilà. Faut être. Toute la nuit. Ouais, vous voyez, depuis 30 ans, il faudrait tous les jours... Non, mais bon, j'ai réussi à enregistrer
dans les années 80, toutes les émissions qui étaient passées de nuit, justement, et sur cassette à l'époque, à faire la transcription, ce qui était quand même un travail colossal, surtout qu'il fallait retrouver les textes, qui étaient souvent... il y avait une unique édition en France. Mais c'était quand même des émissions en 12 langues. Hein. Donc il fallait les transcrire. Mais on a fait un spectacle aussi à partir de ces émissions sur le paysage sonore de la campagne de Centre-Bretagne. Et là, j'ai pu obtenir des copies, mais de certaines des émissions que j'avais demandées, mais jamais l'émission complète. Donc c'est un travail à faire. Pourquoi ne pas faire écouter la première émission sur la poésie hongroise, qui est extraordinaire, l'émission sur la poésie arabe. Justement, je trouve que dans La Fausse Parole, le début, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Le lion mit à sécher son burnous dans la rivière. C'est tout à fait le début. Oui. Le remarquable ensemble de mots, le lion mit à sécher son burnous dans la rivière, rencontré en un recueil de thèmes au temps où j'étudiais l'arabe littéraire, m'étonna. Puis me parut raisonnable, lorsque j'eus observé que le but poursuivi était seulement de faire appliquer sur un petit nombre de mots, bien appropriés, certaines formules de cette algèbre qu'est la langue arabe. Puis, m'ajoutai-je, pourquoi les lions ne feraient-ils pas ce qui leur plaît et qui nous semble absurde ? Et pour moi, il y a quelque chose d'Armand Robin là-dedans qui me fascine. Voilà, cette espèce une description, une formule pour regarder ce que veut dire quelque chose, et c'est une fausse parole, et en même temps, c'est tellement beau. Et tout ce personnage, moi, je le vois. Alors, tout le côté politique, il existe, mais ce côté de toutes ces phrases qui sont tout à fait étonnantes, et moi, c'est mon côté, ce côté que j'aime. Je l'ai connu en 85, j'ai le livre que vous avez préfacé. C'est pour ça que je suis venue. Et j'avais fait une émission de radio sur Éphémère, sur Armand Robin, dans la nuit. Une petite émission, parce que je ne connaissais pas grand-chose sur lui, bien sûr. Voilà. Et grâce à vous. Je trouve c'est très beau d'avoir lu ce début du livre, parce que tout y est dans Robin. D'un côté, c'est la passion pour la grammaire, la langue, mais dans sa matérialité. Ensuite, c'est l'humour, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est toujours présent malgré la tragédie. Et ensuite, c'est le rapport entre l'invraisemblance de la vie qui entre dans la poésie aussi, et la manière... parce que le lion mit à sécher son burnous dans la rivière, c'est un exemple de grammaire arabe. C'est le contraire de la propagande, qui vous dit des choses qui sont complètement invraisemblables, mais qui ne visent à rien qu'à vous convaincre que vous êtes une machine, vous aussi. Là, donc c'est beau comme exemple. Je crois qu'il va falloir s'arrêter, parce que c'est presque l'heure. Et puis, il y a d'autres rendez-vous. Merci, Françoise. Et de toute façon, vous pouvez toutes et tous continuer cette discussion par la lecture de La Fausse Parole, ou celle de Armand Robin, ou Le Mythe du Poète de Françoise Morvan, que nous allons remercier chaleureusement. Et puis peut-être qu'il y aura un peu de temps pour discuter oui, bien sûr. En dédicaçant un livre, ou deux, ou trois, ou 10. Merci pour ce moment. Merci également André. Ah oui, et les livres de mesure. N'oublions pas. N'oublions pas mesure. Chose très importante. Les livres de mesure qui sont la suite de notre rencontre autour de Pasternak. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la thématique À l'écoute du festival L'Histoire à venir du 15 au 18 mai 2025 à l'initiative de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio.